my children now. À tous et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de la seconde saison de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Après 2 petits mois de pause, on est tous très heureux de revenir dans vos oreilles pour cette nouvelle saison. On sait qu'on est en retard et que l'épisode devait sortir il y a 2 semaines. On s'excuse pour l'attente, mais croyez-moi, ça valait le coup car on va enfin parler d'une légende du genre et on vous a cuisiné un épisode XXL avec un invité de malade pour en parler avec nous. Mais avant de s'attaquer au gros morceau, il est l'heure de présenter l'équipe de Gros Baiser qui m'accompagne aujourd'hui dans cette aventure. Il est le malade derrière une chaîne YouTube dédiée au cinéma bis. Il a une passion étrange pour les films les plus crado et immoraux que vous pouvez imaginer. Son âge canonique n'a jamais été découvert et il a une légère tendance à faire des tunnels d'une demi-heure à chaque fois qu'il a la parole. C'est Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, merci, c'est totalement vrai. Elle aussi, elle est youtubeuse horrifique. Elle a une passion malsaine pour les slashers. Elle organise aussi le déjà légendaire Stabaton, marathon horrifique nocturne au cinéma, dont on reparlera dans cette émission au passage. Elle est capable de défendre n'importe quel film claqué s'il y a un néon dedans. Et d'après les rumeurs, elle aurait enfin un nouveau micro. C'est Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Prime Beach. Yo yo yo, j'avais envie de vous faire une entrée en ASMR, mais non, je vais juste faire un petit... La qualité du micro suffit pour faire de l'ASMR. Tu peux redire bonjour s'il te plaît ? Bonjour, bonjour. Ah, il est bien. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, vraiment. Du miel à mes Romain oreilles. qui monte l'épisode, là, il adore ce qui se passe. Vraiment. Merci, du coup, pour l'investissement. Il est tombé dans une marmite de sel de Guérande quand il était jeune. Sauf qu'au lieu de développer des super pouvoirs, ce malheureux accident lui a donné l'envie de chier sur l'intégralité des films du podcast. Il porte aussi le même prénom que le grand réalisateur derrière Dracula 3D. Ah. C'est Dario. Là, je m'attendais à Suspiria, j'avoue. Non. Ouais, salut à tous, bonne année à tous. Oui, bonne année, j'avoue, au passage. On a oublié. Elle est la fan numéro 1 en France de Buffy, chasseuse de vampires, et de Bruce Campbell. Elle fantasme sur la moustache de Tom Atkins dans Halloween 3 et base l'entièreté de son esthétique sur le film Glitter de Mariah Carey. Elle peut aussi vous réciter l'intégralité du lore de Dr. Quinn Femme Médecin, passé la 2e pente. Elle est aussi rédactrice sur le blog du cinéma, c'est Lily. Comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Nickel. Ça va. Voilà, on est chaud pour cette 2e saison. Il faut. Et tu vas nous introduire comme ça à chaque fois ou pas, Romain ? Juste petite question. C'est hyper long. Non, c'est exceptionnel. C'est très long, mais c'est parce que c'est le retour, on s'échauffe encore. Voilà. Et pour finir, c'est un désastreux crétin selon un rédacteur des Cahiers du cinéma. Après 3 ans dans le milieu du podcast, il ne sait toujours pas articuler correctement et il est hanté par son passé sombre de TikToker Minecraft. Il est aussi chroniqueur dans l'émission horrifique Le Bistrot, ex-bistrot de l'horreur sur Filmo. C'est moi-même, Romain. Et il aime parler de lui à la 3e personne. Bonjour Romain. Bonjour, ça va ? Bonjour Romain. Au passage, Amélie n'est pas avec nous, mais elle revient au prochain épisode. On lui a dit, on fait Freddy. Elle était pas chaude, mais on lui a réservé un film spécial pour la semaine prochaine. Elle reviendra en force, vous en faites pas en tout cas. Sans plus attendre, passons au plat de résistance du jour. Il a des gros problèmes de peau, il a un chapeau crado, les ongles un peu trop longs et une attirance étrange pour la jeunesse. On pourrait croire que je décris 3/4 du YouTube cinéma, mais non. Je parle évidemment de notre boogeyman griffu préféré, Freddy Krueger. On nous a beaucoup demandé de parler d'icônes du genre et de s'attaquer aux grosses franchises cultes du monde de l'horreur, et on a cédé. Le truc, c'est que les franchises cultes, tout a plus ou moins été dit dessus, et que on s'est dit que si on le faisait, c'était car on avait quelque chose à dire et à proposer en plus pour justifier l'épisode. Et ce quelque chose, on l'a. En effet, aujourd'hui, on parle pas de n'importe quel Freddy, puisqu'on va parler de sa première suite, Freddy 2, La Revanche de Freddy, sortie en 85 et réalisée par un certain Jack Sholder, réalisateur de multiples films qu'on aime beaucoup,
comme The Hidden, mélange de buddy cop movie, de science-fiction et d'horreur. Il a aussi réalisé le très fun Wishmaster 2, avec son djinn qui exauce les vœux de tout le monde de la pire des manières. Il a fait Arachnid, avec une araignée géante qui poursuit des soldats dans la jungle. Il a aussi bossé sur les Contes de la Crypte et des tonnes de téléfilms. Bref, Jack Sholder, il a une longue carrière au sein du genre dans les années 80 et 90. Et Jack Sholder, il a accepté de venir dans le podcast. Une chose qu'on essaie de faire au fur et à mesure que Jumpscare se développe, c'est de laisser la parole aux créateurs et aux créatrices quand on peut. Et il se trouve que ça fait plusieurs années que je suis en contact avec Jack Sholder pour du professionnel. Je travaillais dans un festival de cinéma nantais, l'Absurde Séance, pour les Nantais qui nous écoutent. Et je devais m'occuper de sa venue en France. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et je me suis retrouvé à inviter Jean-Marie Palardi, réalisateur de L'arrière-train sifflera 3 fois et Whitefire, pour les grands cinéphiles qui nous écoutent. Mon Dieu. Voilà. Ah ouais, non, c'était une downgrade, mais une séance... Magnifique grand écart, hein, franchement. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai dû improviser, vraiment. Parfait sur le couteau. On est resté en contact, néanmoins, je lui ai présenté Jumpscare et il a très gentiment accepté de répondre à nos questions. Vous verrez, il parle un peu français, mais pour les passages où il parle en anglais, on a fait appel à Thibaut, notre VF de Jack Sholder, qui viendra traduire ses paroles. Un gros merci Thibaut, tu régales. C'est une belle ligne dans son CV, ça. Grave, je suis Jack Sholder, bonjour. L'entretien avec lui, il devait être en seconde partie d'émission. Mais en fait, il a tellement été bavard, de base on visait les 1h, 1h30, on a eu 2h30, pour être totalement franc. Il est tellement bavard qu'on a décidé d'en faire un épisode à part. On revient évidemment beaucoup sur Freddy 2, mais aussi sur sa carrière, sur Wishmaster, sur The Hidden, évidemment, Arachnid, le monde du cinéma horrifique dans les années 80, le monde des slashers bas budget, la New Line Cinema aussi, hein, c'était un empire à l'époque et il en a fait partie. Enfin bref, c'était passionnant et ça méritait un écran un peu plus luxueux qu'une interview en fin d'épisode, selon nous. Donc dans quelques jours, avant l'épisode de vendredi prochain, vous aurez un épisode XXL de luxe, Jumpscare avec Jack Sholder, une longue discussion, hyper intéressante, hyper vaste, sans langue de bois, en plus, il est très honnête sur certains de ses films, vous allez voir. Donc voilà, on espère que ça vous plaira, c'est un format qu'on fait pas beaucoup, et qu'on espère développer par la suite. Un gros merci à lui d'être venu, évidemment. À noter qu'on a fait un jeu sur les réseaux sociaux pour deviner qui était le guest, ce qui est le moment où je dois vous dire de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. Vous nous avez vendu du rêve, du mec qui nous a dit qu'on avait invité le canari explosif de Freddy 2 à ceux qui n'avaient pas compris que Johnny Depp et Heather Langenkamp ne sont pas dans Freddy 2. On vous a vu, c'est gentil. Ou à la centaine de c'est Robert Englund que j'ai reçu dans mes commentaires, même après vous avoir dit que c'était pas lui. Mais voilà. Dans Freddy 2, qu'est-ce qui se passe ? Fini Nancy Thompson et bonjour Jesse Walsh, un jeune adolescent impopulaire au lycée qui est possédé dans ses rêves par Freddy Krueger, qui cherche à prendre possession de son corps afin de continuer son règne de terreur dans le monde réel. Chose qui arrive dans une des rares séquences de la franchise où Freddy sort du monde des rêves pour massacrer des adolescents lors du dernier acte. C'est à la petite copine de Jesse de tenter de refaire sortir ce dernier de l'emprise de Freddy avant qu'il n'y ait trop de victimes. Et des victimes, il y en aura, puisque le film met en scène un des Freddy les plus sombres et les plus meurtriers de la saga. Pourquoi commencer la franchise des Freddy chez Jumpscare par le 2 ? Outre l'opportunité de parler avec Jack Sholder et de le faire venir, c'est un film qui a une évolution assez folle au sein de la communauté horrifique, d'abord mal aimé puis célébré. C'est aussi un film totalement indépendant du reste de la franchise, que vous pouvez regarder sans avoir vu les autres, ce qui lui vaut une réputation d'ovni un peu dans la franchise. Et on aimerait garder le premier pour la fin, tout simplement. C'est le film le plus culte du lot, donc on va se le laisser pour la fin avec, si on peut, un guest de malade, et non pas Wes Craven, Mylène du coup. mais bref, on n'en dira pas plus, on a beaucoup d'autres Freddy à faire avant que ça arrive de toute façon, donc là aussi en présence des créateurs ou des créatrices si on arrive à les choper. Mais avant du coup de parler de Freddy 2, et puisqu'on ne peut pas ne pas évoquer le premier, on va reprendre l'histoire à partir du début, pour que tout le monde qui écoute le podcast puisse suivre. Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, le premier Freddy. Mylène, toi qui es spécialiste du slasher, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le genre du slasher en 84 et l'impact de la sortie de Freddy 1 dans le monde de l'horreur ? Alors déjà, pour ceux et celles du fond qui ne savent pas ce que c'est qu'un slasher, c'est un sous-genre de l'horreur qui met en scène un boogeyman qui est masqué ou non, il y a un whodunit ou non, et il tue à l'arme blanche. Bon, après, ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps, parce que ce qui est très important à savoir dans le slasher, c'est que c'est un genre qui fonctionne par vagues. Et donc, notamment, l'une de ces vagues, on va la voir aujourd'hui avec Freddy. Mais avant ça,
il faut savoir que quand Freddy en sort, donc on est en 84, et on est à la fin de l'âge d'or du slasher. Donc l'âge d'or du slasher, ça a duré très peu de temps, ça a duré 4 ans, de 80 à 84. Durant cette période, c'était vraiment le genre majeur. On a vraiment eu des super pépites. Et en 84, c'est vraiment l'agonie du genre. De 84 à 86, on va avoir quand même des choses qui vont être assez sympathiques, notamment Freddy, qui va vraiment modifier totalement la codification du genre. Mais on va avoir aussi des petites tentatives comme Week-end de terreur, que personnellement j'aime beaucoup, qui est un film un peu précurseur du genre méta et des films comme Scream, ou encore des films comme La Main du Seigneur, ou encore Aérobie Killer. Et je n'en parlerai pas plus parce que la Queen, Dr. Queen, en parlera un jour, je pense, dans ce podcast. Elle m'a fait souffrir avec ce film, mais on y reviendra dans un autre épisode. On a aussi des tentatives comme Chucky qui vont être vraiment des lancers de nouvelles sagas et notamment des suites de franchises, en fait. Parce que vraiment, à cette époque-là, à part quelques petites pépites, on est vraiment sur des opus, c'est-à-dire le 5e Vendredi 13, le 3e Psychose, et oui, il y a eu 4 Psychoses, le 2e Prom Night, on est aussi sur le 2e Slumber Party Massacre, qui au passage est très très cool, et Bravo. à part quelques opus comme ça qui vont bien fonctionner en VHS, la plupart des suites de franchises sont vraiment complètement enlevées de leur substance. Enfin, pour Halloween, par exemple, même la Final Girl, elle s'est cassée. Elle a dit, c'est bon, rideau, je me barre. Donc, c'est jamais très, très bon signe. Vendredi 13, qui était déjà mal barré avec le premier, part totalement en sucette. Et du coup, on a quand même des petites propositions sympas en VHS, mais qui vont pas forcément venir en France. Parce que, du coup, à cette époque-là, en dehors des gros opus de franchise, on a aussi le phénomène des direct to VHS. Tous ces slashers, en fait, ils vont sortir qu'en VHS et pas forcément au cinéma. Donc, vraiment, c'est plus un genre qui fait venir les gens en salle. Et quand Freddy sort, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, il va carrément créer une vague à lui tout seul, c'est-à-dire le slasher fantastique. Souvent, dans les ouvrages, que ça soit francophone ou anglophone sur le slasher, on a tendance à le mettre de côté. Souvent en introduction, les auteurs, autrices disent en fait, c'est un genre hybride, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas trop à le définir, du coup, on va zapper le slasher fantastique. Pour moi, c'est un peu dommage. Parce que du coup, c'est un genre à part entière qui permet en fait d'expliquer l'hybridation du genre du slasher, ce qu'on voit aujourd'hui en fait dans le slasher, et justement les nouvelles vagues qui vont arriver après l'âge d'or, les post-âge d'or. Et donc quand Freddy sort, en fait, il va reprendre certains codes du slasher, mais c'est aussi un film du coup qui va en briser énormément. Et notamment donc l'aspect du fantastique, même si avant avec Michael Myers ou avec Jason Voorhees, on avait quand même cet aspect de boogeyman, on sait pas trop d'où il vient, pourquoi il est méchant, comment il a survécu avec 3 bouts de brindilles dans la forêt. Voilà, à partir de là, en fait, à partir de Freddy qui tue dans les rêves, on a vraiment une notion de fantastique qui va s'installer. Et donc, Michael Myers va donc être un espèce de bonhomme d'une secte et nous donner moult opus, moult versions d'Halloween 6. Incroyable film au passage. On va avoir aussi Jason Voorhees qui apparemment réussira à ressusciter sur sa résurrection. Là aussi très très incroyable, de la télékinésie, des trucs complètement what the fuck. Et à partir de là, en fait, les franchises désinstallées vont se faire plaisir, mais on aura des choses un peu plus, on va dire, uniques, comme Candyman, qui va d'ailleurs se moquer un peu du slasher en scène d'introduction, pour finalement totalement s'en détacher et être un film qui est très difficilement qualifiable dans un sous-genre, en fait. Donc, à partir de là, en fait, le paysage va complètement changer, et c'est pour ça que Freddy est très, très important, parce qu'au-delà du fait d'avoir lancé cette nouvelle vague du fantastique, qui pour moi est pas du tout négligeable, et qui est aussi difficile à dater, en fait. Contrairement aux autres vagues qu'on peut vraiment dater, pour moi, c'est plutôt... il a imprégné, en fait, des vagues déjà existantes, donc c'est compliqué de donner une date de fin du slasher fantastique, il n'y en a pas vraiment. Mais là aussi où c'est important, c'est qu'on va avoir un véritable phénomène de pop culture où à partir de Freddy 3, mais ça on y reviendra un peu plus tard, les boogeyman vont redevenir des icônes de pop culture telles les Avengers d'aujourd'hui. Donc ça non plus, c'est pas totalement négligeable. Et alors du coup, le film a un impact fort. Freddy a une popularité immédiate, à tel point que d'ailleurs Robert Englund dit dans son livre qu'à l'époque il faisait des conventions de geeks où il signait beaucoup d'autographes pour V, une série science-fiction où il jouait un gentil extraterrestre. Et il a vu quasiment instantanément plein de gens, un nouveau public, débarquer pour Freddy. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand Freddy sort et que ça devient un succès immédiat ? Et bah du coup, on a envie d'en faire une franchise. La New Line, il faut savoir qu'elle a mis énormément de billes dans ce projet. Freddy, c'est 3 ans d'errance de scénario de Wes Craven, qui lui, il croit vraiment. C'est un projet
où il s'est inspiré d'expériences de quand il était jeune. Mais pareil, on y reviendra plus tard quand on parlera de Freddy 1. Mais en tout cas, la New Line croit vraiment en ce projet et surtout Bob Shaye. Et à l'époque, en fait, la New Line, c'est juste une société de distribution. Ils ont quelques droits d'auteur par-ci, par-là. Ils ont des films de John Waters, des films comme ça qu'ils ont en droit d'auteur. Mais c'est pas vraiment une société de production et ça n'a pas vocation à l'être au départ. Et c'est vraiment avec Freddy où là, en fait, ils vont d'ailleurs perdre la plupart des droits. En fait, ils vont les vendre un peu partout pour financer le film. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Freddy 1 marche très, très bien. On est sur vraiment un boom au box-office, mais la New Line ne va rien gagner sur ce film-là. Ils vont rien gagner, à part le fait qu'on va connaître la New Line comme étant la société de production de Freddy. Donc, du coup, à partir de là, ils se disent il y a un potentiel de fou de franchisation. Donc, du coup, nous, on veut se faire de la thune et on va en faire un second. Et là, faut être totalement honnête, le deuxième, c'est vraiment un produit commercial. Pour le coup, la New Line veut vraiment enfin voir de l'argent couler sous les griffes de Freddy. Sorti même pas un an après. C'est ça, voilà, c'est allé très très vite. Ils ont demandé un premier scénario qui n'a pas été gardé. Et donc, du coup, ensuite, ils ont demandé donc, à David Chaskin de faire un deuxième scénar. David Chaskin, qui n'était pas du tout scénariste, qui bossait pour la New Line. Donc, ça se sent vraiment en mode, il faut se dépêcher. Et d'ailleurs, dans certaines interviews de documentaires comme Never Sleep Again et tout, on peut entendre des gens qui ont participé à la production qui vont dire, en fait, vraiment, la phrase, c'était « il faut que ça se finisse, il faut qu'on le sorte, ce film ». Donc, vraiment, fallait le faire très, très vite pour rester un peu dans les feux de l'action de Freddy. Et donc, à partir de là, en fait, donc, ce deuxième scénario va être travaillé. On va garder l'idée de la possession, qui était déjà dans le premier scénario. Et du coup, il faut savoir que Wes Craven, lui, il trouve ce scénario très médiocre à l'époque. Il est vraiment pas content de ce scénar. Il est vraiment pas content de la scène de la piscine. Wes, je te soutiens pour la scène de la piscine. Voilà, rien à dire. Wes, je t'aime. On y reviendra après. Voilà, on y reviendra après, mais voilà, il est pas du tout content de cette scène. Et Bob Shaye, c'est un grand ami de Jack Sholder, et il va lui proposer en fait de réaliser ce second film de la franchise. À l'époque, Jack Sholder, il a réalisé qu'un long métrage qui est Alone in the Dark. Il a fait un court métrage et il fait aussi beaucoup de bandes annonces. Et du coup, lui, c'est pas un grand fan du premier film. Par contre, il admet totalement en interview que le film a des qualités, qu'il comprend pourquoi il a aussi bien marché. Et du coup, il va se lancer donc dans le projet. Et on aura notamment des acteurs dans la production qui ont déjà participé sur le premier film, comme Annette Benson, qui va rester donc au casting et qui était déjà sur le premier. Et là, l'idée, en fait, ça va être de vraiment presque s'émanciper de la première formule, donc de garder cette idée de possession et aussi, surtout, de rendre, en fait, Freddy plus bavard et un peu plus, pas comique, mais on a vraiment les prémices, en fait, du boogeyman qu'on va retrouver dans les opus d'après. Du coup, ce film, il le tourne, il sort, et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, quand le film sort, c'est un véritable phénomène. Pareil, dans les documentaires qu'on peut voir sur la franchise Freddy ou sur Freddy 2, vraiment, apparemment, c'était un phénomène incroyable au point où il y avait des affiches partout dans la rue. Vraiment, le public a été au rendez-vous. Jack Sholder dit que normalement, une suite, ça fait 50% de ce qu'a fait le premier. Là, ils sont allés jusqu'à 150% de ce qu'a fait le premier opus. C'est assez incroyable. C'est ça. Donc, 30 millions au box-office. Voilà, c'est un phénomène de fou. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, passé cette réception, du coup, qui a été dingue en termes de succès commercial, le film a eu des retours assez mitigés. Notamment par les critiques, par les spectateurs qui, en fait, ont beaucoup critiqué le film. Donc, encore, pour revenir sur l'époque, le film sort en 85. En 85, on est en pleine recrudescence du sida. C'est vraiment un sujet tabou, un sujet d'actualité. Et en fait, à l'époque où sort Freddy 2, le film est targué de film gay. Faut savoir qu'à l'époque, c'est pas du tout quelque chose de positif. Si aujourd'hui, on parle de films queer, on parle de films camp, si aujourd'hui, on met en avant ça dans les films, à l'époque, c'est pas du tout une connotation qui est positive. Et on va notamment accuser, en fait, l'acteur principal qui joue le Final Boy, Jesse, d'avoir rendu ce film gay. On va accuser Patton d'avoir vraiment joué dans cette connotation queer du film. Encore une fois, là, j'utilise le terme queer, mais à l'époque, c'est pas du tout un terme qui est utilisé. C'est vraiment un terme qu'on utilisera plus tard. Et donc, du coup, ce film est mal vu parce qu'il change les codes, parce que notamment, Freddy sort des rêves, parce que du coup, il a vraiment, comme l'a dit Romain, c'est un film qui est vraiment singulier par rapport à la saga, mais aussi pour cet aspect-là. Et en fait, il y a que quelques années, depuis, je dirais, 10-15 ans, en fait, que le film a vraiment eu un nouvel accueil, en fait, critique, justement pour les mêmes raisons qui ont fait que le film a été bâché pendant des années.
Il y a beaucoup de gens qui se sont à l'époque reconnus dans ce film, qui ont vu un film d'horreur queer, ce qui était pas vraiment légion à l'époque. Voilà. Et du coup, c'est un film qui est très très important pour cette communauté, qui est très important en termes de représentation, parce qu'au-delà d'être ce qu'on a pu targuer d'être un film sur le coming out, c'est vraiment un film qui parle du genre, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on a eu des réunions sur Freddy 2, des choses qui ne s'étaient jamais faites en plus de 30 ans. Et donc aujourd'hui, le casting s'est retrouvé. On a un documentaire qui est très très bien fait, si vous voulez en savoir plus justement sur toute cette histoire qui s'appelle Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, et donc qui revient justement sur l'accueil du film et comment l'a vécu Patton, et qui est vraiment intéressant à doubler avec Never Sleep Again. Et donc voilà, aujourd'hui, on est face à un nouveau succès. Le film est revu. On dit souvent qu'on comprend mieux le sous-texte. Alors, d'un point de vue très personnel, pour moi, c'est pas vraiment un sous-texte. C'est quand même relativement clair dans le film. Très visible. Voilà, c'est difficile de dire que c'est un sous-texte. Et il y a un mec qui se fait fouetter les fesses dans une douche accroché au mur façon BDSM, tu vois. C'est ça, quoi. Il y a un bar gay aussi. Bah oui, il y a un bar gay, oui, il y a un bar gay Ouais. où ils font jouer Bob Shaye, d'ailleurs, pour le faire chier et se foutre de lui. C'est le barman. Oui. Et du coup, après, ce qui est assez drôle, c'est que donc, le film s'est fait bâcher pour ça, mais il a quand même inspiré des représentations qui étaient, pour le coup, plus en sous-texte. Cette scène où, justement, Freddy sort du corps de Jessie, c'est une scène qui a inspiré, en fait, d'autres films. Enfin, la scène dans Slumber Party Massacre 2, ceux et celles qui l'ont vue vont voir de quelle scène je parle. Elle fait clairement référence à celle de Freddy 2. J'espère qu'on parlera un jour de ce film au passage, de Slumber Party Massacre 2. On a parlé du 1 qui est relativement soft par rapport au 2, mais le 2, regardez-le si vous pouvez aussi. C'est un Freddy-like totalement fou et sous cocaïne. Voilà. Totalement. Anecdote hors sujet. Mais du coup, selon l'experte du slasher que tu es, Freddy 2, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est bien ? Alors, mon avis est mitigé. Alors, parce que c'est pas un coup de cœur dans la saga, et c'est un film que j'ai mis longtemps à aimer. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais ado et j'étais très en colère contre ce film parce qu'il était trop différent du premier. Je pense que j'ai clairement fait partie de ces gens qui ont râlé parce qu'il changeait trop les codes. J'étais triste parce que moi, en fait, j'aime beaucoup les franchises parce que j'adore retrouver une Final Girl. Genre, typiquement, les Halloween m'ont régalé parce que Laurie Strode revient dans pas mal d'opus. Et c'est vrai que si j'aime énormément la franchise Freddy, en fait, en termes d'apparition de Nancy, c'est une franchise qui me frustre énormément. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, tout ce que je voulais voir, c'était... Je voulais revoir Nancy. Je voulais savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Bien sûr. Je trouve que c'est l'une des meilleures Final Girls parce que elle est vraiment... elle est active, elle se laisse pas faire, elle est hyper maligne et tout. Et quand dans le deuxième opus, j'ai vu qu'elle ne revenait pas, je pense que déjà, ça a été ma première douche froide. Et du coup, j'étais vraiment très en colère contre le film. Après, avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer le personnage de Jessie que je trouve très bien, mais que je trouve qu'il souffre justement du fait qu'on attend Nancy. Je pense que ça a été très compliqué pour la plupart des spectateurs qui attendaient son retour. Au niveau de ses expériences esthétiques, j'aime beaucoup le film parce que justement, il va instaurer toute une DA que tous les autres Freddy vont reprendre. En fait, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que Freddy 1, il était déjà plein de néons, qu'il y avait déjà cette couleur rouge et verte très présente. Et même moi, en fait, pendant des années, j'ai cru ça. Et c'est quand je l'ai revu il y a peut-être 5 ans, je me suis dit, mais pas du tout, en fait, t'avais plané, meuf. En fait, le film, il est très, très bleu. Il joue tout le temps sur les tons de bleu. Et on a très, très peu cette vibe néon, très pop culture. Et c'est à partir du second film que vraiment, en fait, Jack Sholder, il va mettre en place tout ce truc où, en fait, quand Freddy est pas loin, on va avoir des petites notes de rouge, de vert, que ça soit dans les vêtements, dans les néons, dans les décors. Et en fait, ça m'a fait rire parce que quand on a revu les films, on en parlait avec Mathieu, en fait, dans Alone in the Dark, dans la scène d'intro, qui est une scène de cauchemar, on a aussi ces couleurs. Et du coup, je me suis dit, en fait, peut-être que au-delà du fait que ça soit, les couleurs de Freddy, c'est peut-être la vision du cauchemar de Jack Sholder, en fait. Peut-être que pour lui, c'est des couleurs un peu récurrentes du rêve ou du cauchemar, et ça met en place un peu une ambiance onirique pour lui. Et en tout cas, voilà, c'est un esthétique qu'on va beaucoup retrouver dans le 3, qui va très bien fonctionner. Et pour moi, je trouve qu'il est important parce que il commence à créer une icône Freddy en tant qu'icône de pop culture. C'est vraiment la construction du boogeyman. Le 3 sera vraiment le top, mais le 2 est très important pour ça.
Et j'aime beaucoup le film, voilà, parce que je trouve que les effets spéciaux sont incroyables. Je trouve que encore aujourd'hui, la scène vraiment, encore une fois, où Freddy sort du corps de Jessie, elle est très très chouette. J'aime beaucoup le personnage de Lisa qui me fait penser à Meryl Streep, et c'est effectivement pour ça qu'ils l'ont castée. Donc ça marche très bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est flagrant de ouf. Ça me perturbe. Quand j'étais gamine, je pensais que c'était sa sœur, ou enfin, j'étais vraiment perturbée parce que je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Et donc voilà, j'aime le film pour toutes ces raisons-là, et je l'aime aussi pour effectivement cette lecture. Je trouve que c'est très très intéressant, même si bon, le scénariste, voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qui a l'air incroyable. Mais je trouve que c'est hyper intéressant qu'en fait le scénariste ait fait ce scénario pour des raisons pas ouf, et que finalement il se soit un peu pris son crachat en plein vent, et que finalement ce scénario qui n'a pas été fait pour des causes très chouettes serve en fait à montrer un personnage qui est vraiment singulier dans l'univers du slasher. Et là avec Jessie, on a vraiment un exemple en fait c'est pas du coming out comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur en fait la frontière du genre. Jessie, il porte un nom qui pourrait être un nom de femme, comme beaucoup des Final Girls qui ont des prénoms parfois masculins ou unisexes. Il a vraiment toutes les codifications d'une Final Girl. C'est une Scream Queen. Et oui, Jessie, tu es une sacrée Scream Queen. Et c'est un personnage qui va du coup avoir toutes ces codifications féminines, tandis que Lisa, elle aura des codifications très masculines. Et donc voilà, je trouve que sur ça, il est très très intéressant. Et par contre, mon petit bémol, c'est cette scène de piscine. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Personne ne voulait la faire. Est-ce que tu peux dire ce qui se passe dans cette séquence ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Freddy va sortir dans le monde des ados qui sont en train de faire la teuf près d'une piscine. Ouais, je suis en colère, je déteste cette scène. Et donc, du coup, ça devient la fête du slip, c'est le cas de le dire. La piscine est bouillante et Freddy décide de buter tout le monde. Et en fait, ce qui me rend fou, c'est que personne n'avait l'air de vouloir faire cette scène. Robert Englund ne savait pas quoi en faire. Wes Craven l'a trouvé nul. Et malgré ça, ils se sont dit « Let's go, on y va !» Et je ne comprends pas. Je trouve que cette scène, elle fait du mal à Freddy. Vraiment, en fait, c'est une scène qui le rend juste bené et qui le met sur le même niveau qu'un Jason Voorhees. Et donc, pour moi, c'est vraiment dommage de l'avoir fait. Et je pense qu'au-delà du fait que le film changeait plein de codifications, qu'il n'y avait pas Nancy, ce qui m'a mis très, très en colère pendant des années, c'est la scène de la piscine. J'ai retrouvé des notes à moi, il y a plus de 10 ans, où tout ce que je mets, c'est « putain, la piscine ». Genre vraiment le trauma. Cette scène m'a vraiment mise en colère. Et donc, voilà, je trouve qu'elle sert à rien. Et je trouve que, en fait, Freddy n'a pas besoin d'exister dans le monde des humains. Il existe dans le monde des humains parce que c'est un stratagème de Nancy pour le tuer, parce qu'il devient faible en dehors du monde des rêves. Et c'est ce qui fait son intérêt, en fait. Freddy, il est flippant parce que Freddy peut t'attaquer du moment où tu t'endors. Si Freddy, il peut sortir n'importe où, te suivre à la piscine, et en plus tuer devant plein de monde, bah, ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup, c'est dommage. Et je finirai sur le fait que mon dernier petit bémol, c'est vraiment cette scène de fin que je trouve pétée aux manettes. Mais à côté de ça, je trouve que le film est hyper important. Le film est très singulier, encore une fois, dans le schéma des slashers. Et surtout, c'est un film qui techniquement est très très chouette et va amener du coup l'esthétique de Freddy. Donc il est important dans la saga. T'as dit deux choses intéressantes. Tu dis que cette séquence de fin, elle est pourrie. Moi, elle me fait beaucoup rire parce que c'est littéralement Jessie qui est sauvée par le pouvoir de l'hétérosexualité avec le recul. Ce qui enlève un peu tout son pouvoir au film. De la thérapie de conversion. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis pas hyper d'accord avec le développement sur le genre, parce que je trouve pas ça. Je pense qu'en fait c'est plutôt une des mauvaises intentions du scénariste qui est restée et qu'on surinterprète aujourd'hui, parce qu'en fait c'était la moquerie classique qu'on faisait aux homos. C'est en fait t'es une fille et t'es sauvée par une fille. Voilà, donc je suis mitigée moi là-dessus. Ah mais je suis d'accord que ça n'a pas été fait pour des bonnes raisons, mais du coup aujourd'hui on l'utilise comme une force et c'est ça que je trouve très drôle. Tu vois, enfin. Oui. Non, mais c'est ce que je dis. C'est aujourd'hui, c'est surinterprété. Mais là, pour le coup, je pense que on n'est pas vraiment sur les bonnes intentions, parce qu'il y a des bonnes intentions dans Freddy's Revenge sur le placard, mais qui proviennent plutôt des acteurs et du réal. Et de la garde-robe. Aussi. Oui, de l'accessoiriste qui a été très important sur le film, qui a ajouté plein de petits détails cuir dans le décor. Truc évident, sur la porte de sa chambre, il y a un panneau No Girls Allowed. Ouais. Déjà, tu sais tout. T'as dit un truc intéressant, t'as dit que cette séquence de la piscine, elle heurte Freddy, mais elle a aussi heurté Robert Englund, qui, pour l'anecdote,
Bon, bah, il porte un maquillage horrible à porter, parce que ça met des heures à se mettre et c'est du latex, c'est du silicone, c'est chiant. Il marche très lentement, très souvent, proche de flammes. Parce qu'il y a beaucoup d'effets pyrotechniques dans cette séquence et Jack Shoulder lui disait souvent faut que tu marches lentement, t'es Freddy Krueger, tu as pas peur des flammes. Sauf que Freddy n'a pas peur des flammes. Robert Englund, en revanche, tu vois, le mec, il est très inflammable en fait. Et donc dans son bouquin, il explique qu'il se chiait dessus parce que le mec, il avait déjà hyper chaud, mais en plus, la chaleur ambiante a fait que le latex a collé à son front, la peau a fusionné avec. Et apparemment, ils ont passé une nuit avec Kevin Yeager, qui est le maquilleur du film, à enlever bout par bout les bouts de Freddy, sans que ça arrache sa peau. Apparemment, une expérience horrible qui a fait qu'ils ont dû améliorer le maquillage par la suite. Mais voilà, c'est une séquence qui aurait pu vraiment faire du mal à Robert Englund, qui a joué le jeu, vraiment légendaire. Mais voilà. En légende. C'est vous dire la sécurité de ce tournage. Merci beaucoup, Mylène. De ton côté, Mathieu, le coin du bis, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Alors, profitez-en parce que ça n'arrive pas souvent. Oui, je suis complètement d'accord avec Mylène. Et profitez-en aussi. Je vais pas faire de tunnel parce qu'en vrai, Mylène a quasiment tout dit. Oui. Le truc, c'est que je l'ai revu, je crois 2 ou 3 fois cette année. Donc là, je l'ai bien en tête. Et contrairement à ce que je pensais, parce que vraiment, quand je l'ai vu la première fois, quand j'étais ado, d'une part, tout le sous-texte queer m'avait m'était totalement passé au-dessus parce que de fait, j'étais un ado, puis on était quelques décennies en arrière. Encore une fois, je dirais pas mon âge. Mais du coup, 5-6 décennies en arrière. Le fait de le revoir aujourd'hui, évidemment, on peut pas ne pas voir ce truc-là parce que vraiment, c'est toutes les 10 secondes, en fait, il y a un truc à l'écran, quoi. Après, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, si on parle de Freddy 2, ça n'est presque que par rapport à cette relecture-là, qui est très intéressante et qui mérite tout à fait qu'on y consacre un documentaire. Mais moi, quand je vois des gens en fait parler de Freddy 2 sur Twitter, c'est toujours par rapport à cet angle-là. Et du coup, je vais plutôt laisser en fait Milan s'il a encore des choses à dire dessus, ou Lily en parler. Je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment la place qu'il peut avoir au sein de la saga Freddy, qui compte quand même 7 films. 8 d'ailleurs si on compte Freddy contre Jason. Et encore une fois, à l'époque, quand j'étais gamin et que j'ai découvert une bonne partie de la saga en tout cas, c'était clairement pas mon préféré. Aujourd'hui, plus je le revois, plus je lui trouve des qualités, notamment des qualités au niveau de ce que disait Mylène, en fait, le fait de briser certains codes, en introduire quelques autres aussi avec la couleur rouge et verte, en fait, qui commence à vraiment être extrêmement présente dans la majorité en fait des séquences horrifiques. Vraiment, amusez-vous à compter le nombre de rouge et de vert en fait présents dans le décor. Vraiment, c'est un petit peu abusé, mais bon, ça au moins ça fonctionne. Après, j'aime bien toutes les séquences horrifiques qui sont peut-être pas forcément extrêmement gore, mais qui sont très efficaces. Le maquilleur, c'est Kevin Yeager, qui a travaillé ensuite sur pas mal de Freddy à venir. Qui a réalisé Hellraiser 4, il a une bonne carrière dans les FX. Et le maquillage de Freddy 2, c'est peut-être pas forcément mon préféré, mais c'est celui qui est le plus horrible en fait. Kevin Yeager, il disait dans les interviews qu'il avait vraiment potassé tout ce qui était photo de grands brûlés pour vraiment donner à Freddy un côté presque squelettique, dans le sens où vraiment il voulait que la peau est limite fusionnée en fait avec le squelette, pour lui donner un côté beaucoup plus décharné qu'il pouvait avoir par rapport au premier film, quoi. Et du coup, ça donne un Freddy qui est vraiment, que moi, à titre perso, je trouve vraiment, vraiment effrayant. Et il y a des séquences horrifiques qui, encore aujourd'hui, fonctionnent parfaitement, quoi. La scène qui est très, très rapide, mais de Freddy qui s'arrache la peau du crâne pour laisser apparaître le cerveau, je la trouve quand même très, très efficace. Tout le monde parle de la fameuse naissance de Freddy à travers Jesse. Mais moi, à titre personnel, c'est vraiment cette scène qui me reste. C'est vraiment le Freddy qui s'arrache la moitié de la tronche, quoi. Et puis même à la fin, il y a une séquence où il a la moitié du visage qui fond et tout. Enfin, il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont vraiment, vraiment cool, quoi, pour un film à petit budget de 1985. Il y a même aussi des tentatives de créer des trucs pour essayer, je sais pas moi, peut-être de bâtir une mythologie, de créer un petit peu autre chose que juste un personnage de Boogeyman, que je trouve assez originaux, notamment vers la fin. Il y a une scène qui se passe dans une espèce d'usine désaffectée, là où Freddy Krueger a brûlé. Et l'héroïne, en fait, se retrouve confrontée à des espèces de bestioles qu'on ne reverra plus jamais. Mais il y a notamment 2 chiens qui gardent l'entrée de l'usine, qui ont des visages humains.
Ça dure vraiment une fraction de seconde, mais je trouve ça très efficace. Et juste après, on a un rat absolument dégueulasse qui se fait bouffer par un chat encore plus dégueulasse. Et ça, grand maximum, ça dure 2 secondes à l'écran, quoi. Ouais. Et je sais pas, c'est pas forcément très utile dans la narration, c'est même juste, ça sert à rien, quoi. Mais voilà, il y a une volonté en fait de créer des trucs qui sont encore une fois pas du tout raccord avec le reste de la mythologie, parce que encore une fois, Freddy ne peut ne peut tuer que dans les rêves et n'existe qu'à travers les rêves. Là, on est dans la réalité, donc en fait, tout ce qu'on voit n'a pas vraiment de sens. C'était une tentative de faire autre chose, le fait d'aller un petit peu plus du côté de, je sais pas, du truc de la réincarnation, enfin Freddy qui se réincarne dans le corps d'un autre et tout, enfin c'était peut-être intéressant à l'époque, mais comme disait Jack Sholder en fait dans les interviews, à l'époque ils n'avaient pas du tout conscience qu'il y avait une mythologie qui allait arriver derrière, quoi, et qui était déjà plus ou moins créée avec le premier film de Wes Craven. Donc en fait ils ont tenté des trucs, et je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur, mais qui ne vont pas dans l'intégralité de la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà, on va dire, mon avis a un petit peu changé dans le sens où je suis passé de c'est limite le Freddy que j'aime le moins à c'est pas forcément celui que j'aime le plus, mais je lui reconnais au moins d'énormes qualités en termes d'effets spéciaux et en termes de prise de risque, même si, encore une fois, elles fonctionnent pas forcément toutes. Voilà. Je trouve que je finirai là-dessus, c'est un film qui se bonifie avec le temps, quoi. Tellement d'accord avec toi sur l'aspect VFX et sur l'aspect maquillage de Freddy. C'est toujours Kevin Yeager qui a fait les maquillages sur le 3, le 4 et tout. Il a changé le maquillage après. Freddy, tu sens qu'ils vont le montrer un peu plus à l'écran, donc il est quand même plus regardable. Alors que là, il suinte. Il est dégueulasse. Il coule, il est dégueulasse. Et notamment, il y a un truc aussi qui est pas tout à fait raccord avec les autres films, c'est qu'il a les yeux marrons. Ouais. Il y a notamment quelques gros plans très très furtifs, notamment dans la fameuse scène de la piscine, où là vraiment pour moi il est juste terrifiant, quoi. En termes de maquillage, pas dans la scène en elle-même, mais vraiment il a les yeux marrons, alors qu'en vrai les célèbres photos qu'il peut y avoir les photos les plus emblématiques de Freddy, en fait, c'est les yeux clairs de Robert Englund qui donnent aussi cet aspect très très particulier, quoi. Et là du coup dans ce film là il y a un truc qui me gêne par rapport à ça, mais ça lui rajoute un côté vraiment cramoisi, dégueulasse, démoniaque. Les lentilles, elles sont rouges, elles sont pas marron. Pour moi, c'était marron, mais okay. Elles sont rouges. D'accord. Ouais, mais c'est parce que dans le film, il est souvent éclairé. Enfin, il est très peu éclairé, en fait, quand on voit Freddy, il est souvent dans la pénombre. C'est dur de voir. Mais c'est pas ses yeux bleus. Oui, c'est pas ses yeux bleus. C'est ça. Parce qu'il a les yeux bleus Freddy. Et encore, tu dis, Dario, qu'il est pas très éclairé, mais justement, je trouve que à partir de cet opus-là, il y a vraiment un changement aussi. C'est que dans le premier, Freddy, il est tout le temps en train de jouer à cache-cache. On le voit que par des éléments, beaucoup dans le noir, par sa langue, par son bras. Il y a vraiment un truc il apparaît furtivement. Et à partir de celui-là, on va vraiment jouer sur l'icône Freddy. Et je pense que, à mon avis, le fait de lui donner un avatar humain, c'était aussi une tentative d'essayer de le faire exister plus. Pour moi, n'était pas forcément nécessaire, mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté-là. À noter aussi, j'y pense maintenant, donc je la place parce qu'il y a moyen qu'on perde l'anecdote. On parle de Freddy, de son maquillage et tout, de son costume. C'est bien aussi de parler de l'acteur qui jouait Freddy de base dans ce film. Ah oui. Puisque on parlait de Bob Shaye, de la New Line Cinema, qui ont voulu faire beaucoup d'économies et tout. Ils n'ont pas voulu de base payer ce que Robert Englund voulait. Robert Englund voulait absolument être plus payé parce qu'il a senti qu'il avait un filon, et il a eu raison quand tu vois le prix qu'il coûte en dédicace actuellement. Pour un invité de podcast. 100 € la dédicace. Pardon, ça, voilà. Donc ils ont engagé un random, un figurant qui s'est fait maquiller et qui joue Freddy. Et en fait, Jack Sholder a débarqué 3 jours après chez Bob Shaye, et le producteur a dit genre, il nous faut Robert. Vite, très vite. Et dans le film, il y a un plan de ce figurant. Il y a un plan de ce figurant qui est dans la salle de bain où le coach Schneider là se fait fouetter et tuer par Freddy. Jesse prend sa douche et le voit en fait et se transforme en Freddy par un effet de fumée. Et tout d'un coup sort de la fumée le Freddy Krueger qui a le plus gros balai dans le cul que tu peux imaginer, qui approche vers la caméra. Ça, c'est vrai. Ouais. Il boite à moitié. En fait, c'est Fred de chez Pizza Hut. Ouais, c'est plus Freddy Krueger, tu vois, c'est juste Fred. Frédéric. c'est ça. Et en effet, si ça c'est le meilleur plan qu'ils ont de lui et qu'ils l'ont mis dans le film pour gagner du temps, ça devait être un calvaire.
Et de toute façon, Freddy Krueger sans Robert Englund, ça aurait été la plus grosse balle qui se serait tirée dans la tête. C'est ça. L'erreur de ce casting, de caster quelqu'un d'autre dans le rôle, et surtout un figurant dans le rôle de Freddy, c'est qu'on perd de vue l'essence même du personnage, qui est justement de se différencier des boogeyman des premières grandes franchises, donc Jason Voorhees, Michael Myers, qui sont plus des silhouettes que des réels personnages, même si on va les développer plus tard beaucoup plus. Mais du coup, Freddy, il se différencie d'eux parce que c'est un boogeyman charismatique qui n'est pas mutique. Et surtout, Robert Englund, c'est un acteur de théâtre qui a beaucoup travaillé la posture du personnage, sa manière de se déplacer, de parler. Donc, ça devient très, très compliqué dès le second volet de le remplacer, quoi. Et d'où l'échec du remake, je pense aussi. Et c'est pour ça qu'on peut pas le remplacer. Je dis surtout que le plan dont tu parles là dans la douche, il est genre en silhouette. Pour le coup, on voit pas du tout sa tronche. Mais ça se voit que c'est pas Robert Englund, quoi. Il y a vraiment un truc genre... on décerne la forme, tu vois, de ce qui pourrait être quelqu'un qui a un cosplay de Freddy. Mais même juste quand il ne bouge pas, c'est pas lui, tu vois. C'est pas le personnage. Non, ça se voit. Il a trop réussi à marquer le personnage dès le début. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas faire de remake qui marche sans s'éloigner du personnage. Moi, j'aime beaucoup Jackie Earle, qui fait le Freddy du remake, mais il était condamné dès le début. Ce remake n'existe pas, elle est très bonne. Ce remake n'existe pas. Je lui trouve des qualités, dont l'acteur qui joue Freddy et sa voix. Il a une voix de malade, je trouve. C'est pas Robert Englund, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, je trouve pas si ridicule. C'est le reste du film qui foire totalement. Voilà, après c'est un autre épisode, ça encore. On en reparlera, je pense. Hot take, il y a une bonne idée quand même dans le remake. Il y a une bonne idée. Les micro-siestes, qui est pas utilisé beaucoup, malheureusement. Bref, pour revenir au sujet qui nous intéresse, merci beaucoup Mathieu. De ton côté, Lily, toi, qu'est-ce que tu penses de Freddy 2 ? Est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses du film ? Alors, moi, je vais pas vous surprendre, parce que évidemment que j'adore Freddy's Revenge. C'est un film cuir avec un mec qui danse en tenant un objet phallique entre ses mains. On voit des gens se fouetter le cul dans des douches, donc forcément, moi j'adhère. L'art de la critique, j'aime bien ça. C'est très Lilycore tout ça. mais blague à part, je salue le parti pris comme Mathieu. Au-delà du sous-texte gay, je rejoins beaucoup Mathieu là-dessus. Je trouve que c'est quand même un film qui a le mérite d'avoir choisi d'aller dans une autre direction que le premier volet, à une époque où on est en queue de comète de l'âge d'or du slasher, comme l'a dit Mylène, et du coup, ce genre de cinéma d'exploitation, il commence un peu à tourner en rond, et surtout, il prend plus trop de risques. Quand un truc marche, on le reproduit à l'infini. Il y a qu'à voir les premiers Vendredi 13. Freddy's Revenge, il ose s'aventurer ailleurs, ce qui est vraiment notable pour une suite de slasher à succès. Et c'est d'ailleurs, je trouve, un film qui, quand même, garde des choses du premier dans les intentions, dans le sens où Les Griffes de la Nuit, c'est un slasher qui hybride un peu le genre en ajoutant du fantastique. Et là, pour moi, on hybride encore un peu plus en ajoutant des éléments du film de possession. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis pas gênée par la scène de la piscine, qui a été vue comme un crime de lèse-majesté, comme vous l'avez dit, parce que Freddy est censé intervenir uniquement dans les rêves. Or là, pendant cette scène, le gros problème, c'est que personne ne dort. Mais moi, je trouve qu'on comprend bien que Freddy essaye d'intervenir dans la réalité, dans autre chose que le rêve, par l'entremise du corps de Jessie. Donc, pour moi, ça fonctionne. Là où ça déconne, c'est qu'il fallait peut-être montrer une scène où on comprenait que Freddy réussissait à prendre un peu plus le pas sur Jessie pour que ce soit plus lisible. Mais moi, cette scène, je l'accepte. Et aussi, je trouve que le concept de la possession, c'est une super idée pour traiter du placard et du fait de devoir rester dans le placard. Parce que pour moi, c'est pas tellement un film sur le coming out, c'est plus un film sur le placard. Dans une époque encore très homophobe, et encore plus homophobe, comme l'a dit Mylène, avec les débuts de l'épidémie du sida. Et du coup, réprouver son orientation sexuelle à ce moment-là, c'est à la fois une question de survie pour un adolescent, mais c'est aussi de la torture. Donc, je trouve que les scènes où Jessie mène un combat presque psychologique contre Krueger sont hyper troublantes et déstabilisantes. Et comme Mathieu, j'adore le look de Freddy Krueger dans le 2. Comme tu l'as dit, Romain, je trouve qu'il est beaucoup plus répugnant, beaucoup plus sointant. J'adore l'idée des lentilles rouges.
Et Mathieu a salué les FX du film. Je suis 100% d'accord, d'autant plus que je comprends pas, mais dans la réception du film, on lui reproche souvent ses effets visuels en disant qu'ils sont nuls. Je suis pas d'accord, visuellement, je le trouve assez fou. Il est solide, le film. Ah ouais, moi je trouve rien que la scène de bus dans le désert, elle est dingue. Hein. On n'en a pas parlé de celle-ci, mais la maquette, elle est folle. Pareil, moi j'adore aussi les animaux dans la fonderie, je rejoins assez Mathieu là-dessus. Donc je trouve ça assez réussi et assez impressionnant techniquement, sachant aussi que le film il s'est fait en très peu de temps, comme tu l'as dit Romain, mais mon seul reproche en fait c'est que souvent ces effets hyper impressionnants, comme Mathieu l'a dit, ils tombent un peu à plat et par exemple cette fameuse scène de la naissance de Freddy, donc quand Freddy sort du corps de Jessie, il met un petit coup de rasoir à Grady, le mec tombe et c'est tout. Voilà. Oui. Pareil. Enfin, il traverse la porte aussi, hein. C'est pas un petit coup de rasoir. Ouais, mais bon, tu sais, tu t'attends vraiment à ce qu'il sorte une réplique, torture le mec un petit peu. Tu vois, là, il fait juste tchouc et fini. Voilà. Tu sais, je trouve qu'il y a une grosse surenchère pour finalement. Tu compares au premier, t'as quand même un geyser de sang dans un lit. Ouais, tu vois. Voilà, c'est ça. Et pareil, la piscine. Il y a le climax avec la réplique You're all my children now. Mais c'est un peu tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Et je pense que c'est peut-être dû au délai de production qui était assez court. Mais après, pour moi, ça n'enlève rien aux qualités du film. Qui ose mettre en scène un Final Boy, qui crie très fort, à une époque, encore une fois, où ce sont plutôt les femmes qui sont représentées comme des victimes. Très beau cri. Il crie plus que dans le film. Voilà. Du coup, je trouve que ce qu'on oublie un peu de dire des fois sur ce film, c'est que c'est le personnage féminin qui sauve le personnage masculin, même si aujourd'hui c'est un peu éculé ce genre de parti pris, mais je trouve que Freddy's Dream Challenge, malgré le fait que je trouve que ça part de mauvaises intentions, comme on l'a dit tout à l'heure, il est cuir aussi parce qu'il s'émancipe des stéréotypes de genre. Et je trouve aussi que c'est un film super intéressant parce que c'est une suite d'un grand succès populaire. C'est pas un truc un peu expérimental indé, genre Evil Dead, quoi. Et ça, je pense que c'est dû à la New Line, qui à ce moment-là était encore une petite boîte, qui avait distribué des trucs un peu conceptuels comme Polyester de John Waters, qui était en odorama, et qui a connu son premier gros succès avec Les Griffes de la Nuit, comme l'a dit Mylène. Donc je trouve qu'on sent que le projet est un peu rushé, parce qu'il est produit à des fins commerciales, certes, mais il a quand même un petit côté film d'auteur qui est tout à fait louable et qui, je pense, vient du côté débutant de la New Line. C'est vrai qu'après, ils ont bombardé. Hein. Ouais. Dès 85, réfléchis, mais New Line, ils ont fait la saga des Critters, qui s'est aussi produite très très vite pour concurrencer les Gremlins. Et après, ils sont vraiment tombés dans le truc des franchises horrifiques. C'était un peu la Blumhouse de l'époque, en fait. Il nous reste une personne. Toujours le danger. Je sais pas ce qui peut se passer. Dario, c'est la première fois que tu voyais le film, il me semble. Non, je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps que je l'avais vu, par contre. Tu l'avais déjà vu à l'époque ? Ouais. T'es pas sûr. Vas-y, dis-nous. Parce que je m'étais fait un marathon il y a hyper longtemps, et du coup, le 2, je m'en souvenais encore très bien, parce que c'est pas comme les suites en fait, de Freddy, où ça commence à se mélanger un peu, l'enfant du cauchemar, je sais plus quoi, là, le 4, 5, 6, ça commence un peu à se mélanger dans ma tête. Autant le 2, il est quand même très à part en fait dans cette franchise, donc je m'en souvenais plutôt très bien. Par contre, c'est pas un film que je trouve très bien. Je trouve que c'est loin d'être le meilleur, évidemment, dans la saga, je trouve. Le côté queer, je pense que comme Mathieu, en fait, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait pas sauté aux yeux. Puis après, c'est tellement en fait culte sur Internet que tu te renseignes 2 secondes sur le film que tu te dis ah oui, non, mais en fait, oui, carrément. On peut pas le louper. Oui, carrément. En fait, le gars, il se fait tuer à coups de balle, quoi. Tu vois, donc bon. C'est le même mot en anglais pour les couilles, hein, je rappelle. Oui, heureusement qu'il est là, Dario, franchement. Il y a vraiment des choses, tu vois, qui sautent au visage. Et j'ai pas grand chose à apporter par rapport à ce que vous avez dit déjà, mais j'aimerais apporter mes nuances personnelles, notamment sur cette scène de piscine. Moi, je suis un peu plus team Lily, où en fait, comme le film devient un film de possession, le moment où Freddy en fait tue les ados autour de la piscine, c'est juste que il est dans le corps de Jessie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, Freddy terrorise tellement Jessie qu'on sent bien que Freddy, en fait, il gagne en puissance. Et il arrive, cette scène de piscine arrive au moment où Jessie est le plus terrorisé par lui, en fait, parce qu'il a en lui, et par Freddy. Donc ça fait du sens. Par contre,
ce qui est dommage, c'est qu'avec cette structure, il y avait un truc intéressant, un peu de climax à construire. Je trouve que le film, il se termine sur un truc très anti-spectaculaire. Voilà, cette scierie désaffectée, cette centrale électrique désaffectée. Ça se finit sur un échafaudage de merde avec 2 flammes C'est vrai. et C'est vrai. Jesse qui ressort des cendres en mode putain, le pouvoir de l'amour et de la thérapie de conversion, ça m'a sauvé. Le film n'a pas. Finalement, ce qu'il raconte, c'est un peu dérangeant, je trouve, aujourd'hui, surtout que, comme on l'a dit, le scénariste, il avait des intentions un peu qu'on peut questionner, en tout cas. Et aussi, pour revenir, sur cette histoire de chien, là, devant la Syrie, qui garde la Syrie, j'aime bien l'idée, mais je trouve que l'exécution est tellement bizarre, en fait, c'est le montage et même juste le maquillage, entre guillemets, c'est vraiment juste des chiens avec un masque sur la tête, quoi. Donc, ça fait un peu une scène qu'on pourrait voir dans un film de David Lynch, je trouve, en fait, parce qu'on n'en parle pas du tout. On les voit et c'est tout. Tu vois, il y a vraiment ce côté. C'est aussi peut-être là où tu sens un peu ce côté auteur, comme disait Lily, c'est que ça fait David Lynch, tu vois, ça fait un peu. Non, mais je l'explique pas, c'est pas la peine, les gens comprendront ou pas. Personnellement, j'ai pas compris. Mais et aussi évidemment que les FX du film, je comprends pas qu'on les descende, enfin en tout cas qu'on les a descendus à l'époque, puisque maintenant j'ai l'impression que ça fait quand même, ça fait légion, tout le monde est d'accord pour dire que cette scène, c'est quasiment une transformation en fait du loup-garou de Londres, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment Freddy qui sort d'un corps humain, quand il sort du mur, parce qu'évidemment il est dans le mur, et qu'il y a le haut du buste de Jesse qui tombe. Je me souviens que quand je l'avais vu du coup il y a très très longtemps, cette scène-là, je me suis dit wow, putain, en vrai, trop stylé. Autant le plan de l'œil dans la bouche, je le trouvais un peu cheapos, autant quand Jesse, quand la partie du haut du corps de Jesse tombe, je me suis dit ah ouais non, ouais, ça fait vraiment film de ouf, quasiment une transformation de loup-garou, à moitié des carcasses qu'on pourrait voir dans des films de Romero. Je trouve qu'il a vraiment une belle esthétique sur les côtés FX. Après, ce que j'aurais tendance à lui reprocher au film, c'est plus sa place dans la série, un peu comme Mathieu. C'est-à-dire que je suis évidemment plus attaché à ce que fait Wes Craven, et même, alors je sais qu'il y en a un qui va crier, mais Dream Warriors, je l'aime bien, mais c'est pas vraiment le même Freddy en fait que celui qu'il y avait dans Les Griffes de la Nuit, je trouve. C'est le début du Freddy non. MTV. Voilà, c'est ça, du pop culture à fond, quoi. C'est vraiment là où ils se sont dit ok, dans Freddy 2, les gens ont bien aimé que Freddy il parle un petit peu, là on va vraiment le faire parler de ouf. C'est vraiment le Freddy MTV, celui qui met les lunettes de soleil. Je crois que c'est dans le 4, ça, je crois. Mais, c'est dans le 4. Mais, et en fait, ce virage que prend la saga, il est intéressant parce que cette saga aurait pu être totalement différente à partir du 2, quoi. À partir du 2, ça aurait très bien pu être que des films de possession, ou alors on aurait pu se retrouver sur un truc un peu plus comme dans le premier, en fait, qui revient plus juste au slasher surnaturel, quoi, qui est pas du tout c'est pas vraiment un slasher surnaturel, je trouve. Le 2, c'est plus un film de possession, et du coup il a la même place dans la franchise que Jason Goes to Hell, quoi. C'est vraiment en mieux quand même que Jason Goes to Hell. Ah ouais, quand même. Le souvenir fiévreux de ce film qui vient de ressortir. Et d'ailleurs Jason Goes to Hell, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Pour moi, Jason Goes to Hell, je me suis souvent dit que c'était un Freddy 2 raté. Donc je te rejoins, 100%. Et dans Jason Goes to Hell, il y a un petit caméo de la main de Freddy Krueger. Donc, quelque part, ça fait du sens. Les conséquences de ce plan, d'ailleurs. 10 ans d'attente, un truc comme ça pour 10 ans d'attente, une quinzaine de scripts. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Slash of the Titans, si vous lisez l'anglais, qui existe, qui revient sur l'intégralité des scénarios qui ont été écrits pour Freddy contre Jason et de toutes les idées qu'ils ont eues. Et il y en a même une où il y avait Pinhead qui débarquait à la fin. C'était Avengers avant l'heure. Il y avait aussi Freddy versus Jason versus Ash. Évidemment. Ouais. Qui est sorti en comics. C'est un comics, qui est sorti en comics. Ils ont récupéré le scénar pour faire un comics, ouais. Exactement, et pas mal en plus le comics, mais c'était cette époque où il y avait plein de crossovers pourris qui étaient lancés un peu partout. Alien qui sont jamais faits au final. Aussi, hein. C'est la même époque, c'est 2001. Oui, c'est la même époque. Qui s'est fait 2004. Et moi je pense à un crossover qui ne s'est pas fait mais qui aurait été fou. C'est Leprechaun, évidemment, versus Candyman. Anaconda. Oh, putain. Non. Et les Komodo. Ça s'est vraiment fait. C'est l'acteur Tony Todd qui a dit qu'un jour il a reçu une offre pour faire ce film. Il a fait, les gars, non, quoi.
Ils ont tenté de foutre les prochains d'après la rumeur avec Wishmaster aussi, tu vois, on revient à Wishmaster. Mais le ça 2 se était tient, par ça Dax se Shulder. tient. Ouais. Les deux se tiennent, ouais. et en vrai, j'aurais pris. On a failli bien manger. Le poulet aurait été délicieux, mais malheureusement, on Et peut avoir les finalement, bonnes choses Tony dans cette Todd a vie. joué dans la saison 3 de Scream et il se fait appeler le Candyman. Voilà tout ce qui s'est passé. Et voilà. Putain. Oh, il a fait Destination Finale. Tu le dis avec une Et il a tristesse fait- dans la voix. Ah ouais, mais je suis très triste de ce truc. Il a fait le remake de La Nuit des Morts Vivants, Tony Todd. Faut qu'on en parle. Ah hein, oui. celui-là, Ouais. jour. Ouais, c'est ça. Enfin bref, on dérape. Il y a un élément que je trouve bien dans le 2 et qui est pas forcément exploité dans les autres opus. Enfin, c'est à géométrie variable, ça, vraiment, l'exploitation de ce truc-là. C'est que on a besoin, Freddy, pour exister, il a besoin de se répandre comme une rumeur un peu à la manière du Candyman. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on n'explique pas forcément dans le 1, mais c'est ce qui se passe, en fait, parce que Nancy va en parler à son petit copain, qui va en parler à un tel. Et en fait, c'est comme ça que, vraiment, c'est un peu comme une épidémie. Et dans le 2, c'est par le journal que, du coup, Freddy va réexister. Et c'est quelque chose qui va être exploité, voilà, pas dans tous les opus, mais je trouve ça assez intéressant d'avoir regardé ça. Je trouve qu'en tout cas, le fait de se dire si je n'ai pas conscience qu'il existe et si je n'en parle pas, il ne me fera pas de mal, pour moi, ça marche très bien comme terreur. Oui. Après, c'est aussi le défaut de toutes les grandes franchises. Chaque film va rajouter du lore, va oublier du lore des autres films. Donc, à un moment, 8e film, c'est évident qu'il y a des concepts qui sautent ou qui reviennent un peu aléatoirement. Après, dans Ouais. Freddy contre Jason, ils le disent. Hein. Et c'est tout le truc Oui, de c'est Freddy la contre base de Jason. Freddy versus Jason. Ouais, hein. ouais. La base même du Mhm. film, ouais, c'est ça, tu vois. Alors qu'avant, ça avait un peu disparu. Dans le 6, il y a les fameux Dream Demons qui ont donné un job à Freddy. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais, les trois spermatozoïdes qui flottent devant l'écran, là. Le Et tout en 3D. Dream Quelle Demons. horreur. Il y a des gens qui l'ont vu en 3D et je pense que ces gens ont vécu, ont transcendé Ouais. à ce moment-là. Mais je pense qu'on mérite de le voir en 3D, je pense. On mérite et peut-être qu'on le reverra en 3D à un moment. Peut-être. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Eh ben merci Dario. Comme quoi tu commences l'année en douceur, comme quoi tout arrive. C'est l'échauffement. Exactement. Voilà, ouais. c'est... Il évite le claquage pour l'instant. Il est demi-sel. Et du coup, et juste pour C'est- terminer, un truc que j'ai pas dit, excusez-moi. Et là, je détruis ce que tu viens de dire et je défonce. Non, c'est pas vrai. Mais juste, je trouve honnêtement que les vrais problèmes que le film a, c'est vraiment plus des problèmes de scénar et d'écriture, plus que des problèmes de réalisation. Je trouve que Jack Sholder, il fait vraiment le taf dans la réal quand même, je trouve. Totalement. Et je dis pas ça parce qu'on l'a invité, c'est vraiment ce que j'ai pensé en voyant le film. C'est vraiment bien de dire ça. c'est vraiment un problème de concept, je trouve, le film Freddy. Ah, 2, mais quoi. d'une manière générale, enfin, la réelle de Jack Sholder sur les films qu'il a pu faire dans les années 80, elle est carrée, quoi. Mm. Après, on peut reprocher d'autres trucs, enfin, au niveau du rythme ou du montage ou quoi que ce soit, mais la composition des plans et ouais, enfin, la réalisation d'une manière générale, en fait, moi, je la trouve carrée, Très quoi. propre. Regardez The Hidden, quoi, parce que là, on parle vraiment de Freddy 2, mais le chef-d'œuvre absolu de Jack Sholder, pour moi et pour, je pense, la majorité des gens qui ont vu ces films, c'est The Hidden, quoi. Il y a Et des en termes de néons réalisation, verts. The Hidden, il est ouf, quoi. Alors non, moi, Bien je sûr, trouve bref. que son chef-d'œuvre, c'est Arachnid, mais bon. Parlons-en d'Arachnid. Non, jamais. C'est Vermine avant l'heure en fait. D'ailleurs, bravo à Sébastien Vanitschek pour Evil Dead, on le dit. Hein. Bravo. Ah oui, GG. Ouais, Sébastien, gros baiser. Ouais, je suis dégoûté, j'étais pas là pendant l'épisode. Tu regrettes maintenant, Vespera. Ouais, je pouvais pas être là. Ouais, oui, non mais il reviendra, Sébastien. Il reviendra. Il y aura pas Il de va choix. nous parler d'Evil Dead. Tu disais que son chef-d'œuvre c'était Arachnid et que dans les années 80, Mathieu t'a dit que sa réalisation était carrée et moins dans les années 90. Mais il faut mettre un truc en contexte aussi, c'est que le budget qu'il a eu pour ses films, ses téléfilms et les séries qu'il a fait dans les années 90 est beaucoup plus petit que sur Freddy. Ça les mêmes. Ouais. Ouais, Mm. c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Eden, qui est en effet un très bon film, moi je le conseille, a testé très 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 bien au niveau des critiques et des séances tests. Donc Hollywood s'est dit, on a un succès immédiat qui arrive dans la gueule de tout le monde. Là, en plus, il y a Cal MacLachlan, etc. dedans. Donc ça allait bien marcher. Et en fait, le film a eu des critiques de malade, mais n'a pas marché. Il a galéré à faire de l'argent, ce qui fait que ça a un peu mis une sorte de frein à sa carrière. Et après, bah, ça a ralenti. Il a fait des films qui ont moins d'argent. Il a fini sur des DTV, sur des téléfilms ou des séries télé, comme la série télé Tremors, au passage, pour les fans qui sont là. Ou le pilote de Génération X, Ouais, incroyable. qui est un peu un qui est sous-X-Men. Voilà. Mortal Kombat aussi, tu vois. Enfin, il a fait des trucs un peu obscurs dans les années 90. Il a remonté un peu la pente avec Wishmaster 2, qui je pense est un film tout à fait drôle, tout à fait marrant.
Là aussi, moins de budget que le premier, mais Wishmaster 1, pour ceux qui l'ont vu, moi j'adore. Moi aussi. C'est fabuleux, c'est complètement con. Et le 2, on retrouve ce mec qui joue le génie d'Aladin, mais en méchant, en fait, qui exauce des vœux de la pire des manières. Et c'est très drôle. Au moins, il porte le film, quoi. Et je suis d'accord avec toi, Freddy 2, la manière que Jack Sholder a de filmer Freddy dans la première heure, tout le temps dans l'ombre, il est toujours éclairé par des liserés de lumière sur les côtés. Tu devines que les trous dans sa peau, la sueur, sa suinte, c'est dégueulasse. C'est trop, trop beau. En plus, le film, il est extrêmement pastel dans les couleurs. Il est un peu vaporwave avant l'heure. Bleu pastel, bleu turquoise, violet clair. C'est très beau, en fait. Je l'ai revu en Blu-ray. Si vous pouvez vous le choper, n'hésitez pas. Il coûte pas cher, en plus. C'est super bien. Le défaut, je trouve, c'est que dès que le film met de côté son protagoniste, Jesse, et que Freddy sort dans le monde réel, je reviens sur ça, hein, désolé, mais il faut bien que je donne mon avis aussi, sans vouloir trop me répéter, on filme Freddy en pleine lumière, en plan large, dans une maison, en train de faire le bébé qui casse des assiettes. Pas content, tu vois. Je me suis dit, quelle est l'idée ? T'as un boogeyman qui est effrayant dans la première demi-heure, qui parle très peu en plus, il a juste des punchlines un peu effrayantes, mais des fois il rigole juste, il taunte un peu le personnage. Et tout ça disparaît très vite et c'est très dommage. Du coup, la dernière demi-heure, en effet, moins puissante. C'est ce que je disais en off, dès que le film devient hétéro, en fait, on se fait chier, quoi. C'est dommage. Dommage parce que la force principale du film, c'est Jesse, c'est Mark Patton, qui est un acteur qui a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. C'est un acteur qui est excellent dans le film. Son cri est génial, et souvent, les cris peuvent être énervants, mais je le mets à côté de Newt dans Aliens, dans le genre cri qui revient sans arrêt, mais qui est plutôt plaisant. Le mec donne tout ce qu'il peut pour porter le film, et il mérite amplement sa reconnaissance tardive, parce que pour ceux qui savent pas, quand il y a eu un documentaire rétrospectif sur la franchise des années après, le mec avait disparu de la circulation, et ils ont dû le rechercher grâce à un détective privé. Tellement c'était compliqué. Tu vois, le mec a dû vraiment partir d'Hollywood en disant « Écoutez, niquez-vous, vous m'avez saoulé, et basta, quoi ». Il s'est pas senti soutenu, que ce soit par Sholder, que ce soit par le scénariste, par le casting, par la critique, et voilà, un bon acteur sacrifié, mais qui est devenu culte avec le recul, et c'est mérité, je trouve, vraiment. Aujourd'hui, il mérite totalement justement le renouveau, enfin le succès du film, et il mérite totalement son prix de Scream Queen, parce que il nous livre un cri assez incroyable, donc merci à lui pour cette performance. T'en dirais une présentatrice de foot, là. Ouais. Non, mais il mérite encore plus son statut d'icône queer. Parce que, compte tenu aussi de tout ce qu'il en a chié, tu te dis, c'est... quand même, le karma, il mérite, ouais. Ouais, il mérite, clairement. Et à côté, je trouve qu'il y a quelque chose sur ce Freddy, outre la qualité des VFX. Moi, c'est le truc qui m'attire, qui me fait toujours plaisir sur les Freddy, c'est des films de VFX, clairement. Il y a des séquences de malades, mais le côté queer, sans vouloir me répéter sur ce que vous avez dit, donne une personnalité à ce Freddy que les autres n'ont pas. Ouais. J'adore le 4, c'est un de mes préférés parce que Rennie Harlin, gros bourrin, bum, mais à partir du 4, 5, 6, tout se mélange. Ouais. Ils ont tous un truc un peu différent les uns des autres, mais quand t'es pas fan et que t'as pas tout en tête, tu peux très vite te perdre en mode... C'est dans lequel qu'il y a un mec qui se transforme en moto et un autre où elle se transforme en cafard. Tu sais, ça peut vite... la formule, elle est implantée... Dans lequel il y a Super Freddy. Oui, voilà. La formule est implantée, on présente des personnages au début du film. Les 2-3 personnages du film précédent qui reviennent meurent directement. Les nouveaux adolescents ont les mêmes arcs que les autres. Tous des outsiders, tous des mecs un peu rejetés. Freddy débarque, slash, fin du film. Il y a une final girl qui tabasse Freddy. Et on tease le retour de Freddy à la fin. Point. C'est tout. Le 6 part un peu dans un autre délire avec sa fille et tout, mais le 6 c'est Freddy 6. J'ai pas envie de le faire, non. Je pense que c'est le Freddy qu'on laissera à d'autres. Moi je reste loin. Il est dur, malgré ses qualités techniques, quand même, faut le dire. Mais voilà, c'est très formulaïque et tu sais dans quoi tu t'aventures, alors que Freddy 2, c'est un ovni, quoi. Et ça reste toujours intéressant de le redécouvrir maintenant. Si vraiment vous avez un souci avec ce film, parce que vous l'avez vu à l'époque, si vous êtes de cet âge-là, retentez l'expérience. C'est tout ce que moi je dirais. Et même si vous n'aimez pas Freddy, regardez Freddy 2. Parce que ça peut vous plaire, en fait. Il est tellement différent de la franchise. Il est pas gore, en plus. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément fans de ça, qui veulent pas se faire du Freddy parce que c'est un peu dégueu, vous pouvez y aller. C'est très drôle. Il y a de l'humour, en plus. Donc franchement, faites-vous un kiff. Voilà. Tout ce que moi je dirais sur Freddy 2. C'est un film à voir en période de canicule. Ouais, parce que tout le monde transpire dedans.
D'ailleurs, Jessie transpire énormément. Oui, bah. Moi, ça me donne chaud à chaque fois que je le vois. Dans la vie tout le temps quand je le vois. Dans l'avis des auditeurs, justement, on en parle de son hypersudation. On va y passer à l'avis des auditeurs, justement. Transition parfaite. Transition excellente. Sibi au bal du diable nous a dit « Je ne sais pas si c'est une hot tech ou pas, mais sans être mon favori, c'est celui qui m'effraie le plus. Coincé entre l'horreur surnaturelle plus classique du premier et le fun MTV-esque des 3 suivants, un cauchemar intime en slow burn, plus insidieux, poisseux et moite qui dérange vraiment. » Elle a tout dit. Oui. Elle a tout dit. C'est aussi elle qui nous avait dit dans l'avis des auditeurs de Slumber Party Massacre de mater le 2. Tu vois, dès qu'il y a un film d'horreur avec un tueur chelou qui sort d'un mec pour tuer des gens avec un outil bizarre, elle est là dans les commentaires. Nightmare on Friday. Mon avis, c'est que c'est un bon film de possession démoniaque et que Freddy fait encore peur à ce moment-là. Mais c'est surtout rétrospectivement, en sachant que les suites renoueront avec Exploration des rêves, que ce standalone est plus appréciable puisqu'il dénote. Oui. C'est quasiment un hors-série en fait, Freddy 2 quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Halloween 3 quoi. Il y a un peu, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais personne m'a entendu. Ah pardon. Pardon, Dario, pardon. Ah non, mais... Dario, Bébou. pardon. Vous excusez pas, c'est pas grave. C'est Halloween 3 si Michael Myers venait vendre des masques quoi, parce qu'il est toujours là, tu vois. Suspi nous a envoyé Mark Patton qui souffre d'hypersudation durant tout le film. C'est vraiment une expérience cinématographique unique en son genre. Et ça fait partie un petit peu de l'esthétique queer de cette époque-là, des années 80. T'avais beaucoup, genre le clip Cargo d'Axel Bauer ah putain, j'avais un autre clip en tête, je l'ai plus. T'as beaucoup de plans sur des hommes qui suent énormément. C'est un côté, tu sais, sexy, luisant sur les corps, voilà. Tout le monde reflète et tout. Sachant qu'il n'y a pas que Mark Patton qui transpire dans le film. Son daron aussi est toujours en sueur, toujours énervé. Je trouve Clu Ladger, excellent acteur au passage. Je le rajoute à ma critique. Qui se fait bully par les oiseaux. Rétroactivement, voilà, je le rajoute à ma critique. Non seulement cet homme se fait en effet bolosser par un canari explosif dans une des meilleures séquences du film. Et c'est un des rares Freddy où les parents ont un rôle proactif. C'est vrai. Parce qu'on oublie ça très vite dans les autres. Il a tellement une tête de con avec son pansement. C'est vrai. Oui. Il fait tellement une tête de con. Mais excellent acteur, Clu Ladger, qui est la star du Retour des morts vivants pour les connaisseurs. On l'a perdu il y a 1 an, cet acteur. Il a un hommage dans Once Upon a Time in Hollywood pour les plus attentifs du lot. Enfin voilà. Un des rares Freddy où les parents sont là parce qu'après ils en ont plus rien à foutre. Justement, je trouve ça super intéressant dans ce film, dans la mesure où pour moi, le Freddien, c'est vraiment une métaphore de l'âge ingrat où on n'arrive pas à communiquer avec ses parents et où justement, ils peuvent pas parler à leurs parents de Freddy. Et du coup, le 2, ça le marque d'autant plus dans son sous-texte queer parce que les parents sont proactifs, essayent de l'aider, mais lui, il peut pas en fait leur expliquer ce qui va pas, quoi. Parce que c'est interne, c'est lui quoi. Mais le rôle des parents, il y a toujours eu une sorte de côté, comment dire, une sorte de peur générationnelle dans les Freddy en fait. C'est des enfants et Freddy souvent symbolise un peu ce passage à l'âge adulte ou une sorte de peur de grandir pour beaucoup. Quelque chose qui rôde dans les thèmes des premiers films, qui disparaît un peu après, même si on garde ça parce que c'est tous des rejetés, toujours les héros des Freddy. Moi j'aime bien. Et puis ce que Craven dit, c'est que c'est vraiment sur un aspect plus biblique. On est sur le péché des parents qui en fait va se reproduire sur les enfants. Et ça, c'est un truc qu'il avait vraiment à cœur de mettre en place dans Freddy. Et c'est vrai qu'on le retrouve. Donc il y a aussi ce truc-là du manque de communication des parents de ce qu'ils ont pu faire. Et les enfants qui ne peuvent pas communiquer ou qui du coup communiquent, mais les parents qui font tout sauf ce qu'il faut faire. Exactement. C'est-à-dire mettre des barres aux fenêtres, enfin voilà. L'alcool. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans, voilà, être complètement cramé dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de slashers, le manque de communication et le fait que les adultes, en dehors des parents, ne peuvent même pas t'aider en fait. C'est ça. On continue. Lance Bricole a écrit « Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Entre le premier qui a l'avantage de la nouveauté et le 3 qui est tellement inventif, celui-là fait figure de parent pauvre. Après, j'ai complètement raté le sous-texte, donc peut-être que j'aurai un autre regard dessus maintenant. PLV Alex, hello les dieux du podcast horrifique. Merci au passage. C'est nous, Ah bon on est là, on est de retour. Pour moi, le 2,
c'est le moins bon de la saga hors remake. Et il a rien dit de plus. Il a pas développé, il est parti en légende. D'accord. Ça me fait rire. Mais il a ses détracteurs, le 2, hein, tu vois, j'ai mis des avis plus négatifs. Mais il a des pour détracteurs diluer. parce qu'il est différent, en vrai, je pense. Parce Oui. qu'en soi, il Ouais. est pas moins bon que le 6. Tu vois. Non. Après, le 6. D'un côté, pour être moins bon que le 6, faut quand même y aller, Ouais. faut se lever tôt. Hein. Même le remake est mieux que le 6, donc bon. C'est ça. On n'aura pas le débat sur les meilleurs Freddy. Non. merde. On n'aura pas. Trop tard, là, les enfants. Sébastien, qui est celui qui m'a dit ouais, le guest, c'est le canari explosif, ça m'a fait rire, a juste écrit un très bon opus de la saga avec le canari le plus marquant de l'histoire du film d'horreur. Il a raison. Bah ouais, Il a je raison. pense que- Je le mets au niveau du rat qui explose dans The One avec Jet Li, qui est un fabuleux film de baston. À un moment, on en reparlera de celui-là. C'est n'importe quoi. Maud, Gilles, attention à cet avis. Accrochez-vous. Aïe. Un incroyable nanar. Ça dégouline les années 80. Un kiff. Le N-word. Ah. L'autre Wow. N-word. Notre N-word. L'autre N-word. Non. Maud elle réagit souvent en publication et elle a kiffé le film et tout. Je pense que c'est plus une mauvaise utilisation du mot nanar. Oui. Les nanars, c'est des films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent très drôles. Mais pour beaucoup de gens, Ouais. j'ai remarqué que nanar, souvent, c'est les films des années 80 tout court. C'est qu'on bis, est ouais, fait c'est catholique truc un peu. Oui. Ouais. Parce que Qui ça a ont- l'air vieux et mal fait, alors qu'à l'époque c'était génial. Enfin, voilà. Voilà, qu'on a une Et esthétique un surtout, peu c'est pas parce que vintage. c'est kitsch que c'est un nanar, en fait. C'est ça, mais rassure-toi, Maud, ton avis est valide, on ne t'en veut pas. C'est juste un point sur ce mot nanar qui revient souvent dans nos mentions, et un jour on fera un vrai nanar. Un jour vous allez découvrir Bernard Launois dans ce podcast. Parking. Ah oui. Parking. Non. Avec Parking. Francis Huster. Aérobic ou- killer. Aussi, écoutez, on fera que des nanars au plus grand plaisir d'Amélie qui n'est pas là ce soir quand je fais la décision. C'est de sa faute. Oui, parce Virus qu'elle Cannibal la déteste semaine ça. On sera pas là, Ouais, Amélie ouais, et moi, ouais, je là. pense, du coup, sur la saison 2 de Jumpscare. Au revoir. Et rappelez-vous qu'on doit faire Final Scream. Hein. Revenons à nos Non, moutons. non, ça suffit. Ça Final suffit, Scream, les trucs Les en gens ont voté, présence de Mathieu. David Il y en a Dakota. marre. Les gens ont voté. On en reparlera de ça. Revenons à nos moutons, on n'a pas beaucoup de temps. SC Red, Scred, du coup, vu à sa sortie, ou presque, et donc très jeune, j'avais absolument pas capté le sous-texte gay, trouvant le film étrange et cool. Revu depuis sa suite au dossier de la concurrence, VHS/capture, et réévalué à la hausse comme une suite courageusement originale. Voilà, c'est ça qu'on veut. Beau gosse, Scred. Exploration de culture, attention là aussi on s'accroche. Vous pouviez choisir le 1, vous pouviez choisir le 3 ou le 7. Vous avez fait le choix du 2. Quelle indignité. Nous on l'aime le 2. Eh ouais. On l'aime bien. Attends, le Nous, on 7, n'est pas homophobe. Le 7, le 7 c'est lequel? C'est Freddy contre Jason, le 7. Non, Non, c'est c'est Freddy Wes sur la C'est Craven. New Nightmare. Ah oui, non, ouais, c'est un de mes préférés, je suis trop con. Ouais, pardon. Ouais, mais j'adore le 7. Mais ces films-là, rassure-toi, exploration de culture, on y reviendra si possible avec gens qui sont derrière la caméra. Clin d'œil. Ceux qui Wes sont Craven. vivants. Et du coup, Freddy sort de la nuit, c'est Wes Craven. Ouais. Je ne liquerai rien de ce qui se passe dans les mails de Jumpscare, mais il y a peut-être d'autres surprises cette année, on en reparlera un moment, quoi. Voilà. Ronan.bar a dit « En tant que gars pas vraiment hétéro, ce film a été un doudou quand j'étais au lycée et pas du tout out encore. J'ai hâte de le revoir au Stabaton d'ailleurs. Mylène, qu'est-ce que c'est le Stabaton avant qu'on se quitte ?» Alors déjà, un gros coucou à Ronan qui est venu sur la première édition du Stabaton et qui est venu de loin. Donc franchement, GG à toi. En stop. En stop, c'est vrai. Et qui a dormi au camping de Dompierre-sur-Bèbre. Incroyable. Beau gosse. Voilà. Juste à côté de la mer de Dompierre-sur-Bèbre. Incroyable mer. Et donc oui, le Stabaton, donc cette année, le 12 et 13 juillet 2024, on revient avec la seconde édition du Stabaton, donc qui va toujours se tenir à Dompierre-sur-Bèbre Beach. Donc dans le cinéma René Fallet, il y a une centaine de places. Donc une fois qu'on aura lancé les billets, faites attention, ça va probablement partir assez vite. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc on aura tous les Freddy qui seront diffusés. Donc qui dit tous les Freddy dit pas le remake. Mais par contre, Jason vs Freddy. Et donc on diffusera le 12 les 3 premiers Freddy avec le fameux Welcome to Primetime Bitch. Évidemment. Et le samedi, on diffusera donc les 5 autres. Donc au programme, beaucoup de café, beaucoup d'animations, beaucoup de DVD et de livres à gagner, des stands, des animations, des présentations. D'ailleurs, la plupart des gens qui présentent les films ne sont
pas au courant que c'est eux qui les présentent. Salut l'équipe de Jumpscare. Moi, j'en présente Et un. aussi des tables rondes. Je sais pas lequel, mais j'en présente un, je dirais pas qui. Romain, il sait, mais Eh pas oui. moi. Ok, il y a du favoritisme. Grave. Donc voilà, on vous attend pour 2 nuits de folie en présence. En présence de Freddy Krueger. Hein. Je n'annonce rien, attendez, calmez-vous. Déjà en présence de nous, ça sera déjà pas mal, voilà. En présence d'un mec qui est cosplayer en Et on Freddy vous Krueger, attend c'est donc sûr. les 12 et 13 juillet. Ça, au moins, t'es. Oui, ça, C'est on ça, en c'était aura le plein. figurant du 2 qui sera là. Donc voilà, 2 nuits, 8 Freddy, ça va être lourd. Un marathon unique en France, c'est cool, on est partenaire. La team Jumpscare sera présente, Dario sera là pour ceux qui veulent rendre des comptes au passage. Parce que je l'apprends du coup que je serai là, parce qu'il faut que je pose des vacances du coup si je dois venir 2 jours. Dario aura un t'as stand à quelques mois l'entrée d'avance. du cinéma si vous voulez aller 15 lui € parler. l'autographe avec un stock de DVD de Non, Komodo. 100 balles comme Robert Englund. 100 balles l'autre. Un stand comme dans les kermesses américaines, tu sais, $10 pour lui mettre une balle. Mais bref, C'est une tarte. suivez Tomber dans l'eau. Mylène. Ah oui, c'est- Suivez Mylène sur les réseaux sociaux, c'est Luladasy, LULADASY sur Twitter et Instagram, il me semble. Oui. Oui, je les mettrai dans la description de toute façon pour avoir toutes les informations. Tu vas faire un live bientôt pour en parler de toute façon. Oui, je donnerai les infos. C'est un événement horrifique unique en son genre, donc franchement, ça vaut le déplacement. C'est une ville un peu perdue près de Lyon, faut être honnête, c'est un petit cinéma, c'est dur d'accès, mais Mais il y a une gare. Il y a une gare. Et pas d'excuses. Il y a l'eau courante, il y a ville, l'électricité. il y a l'électricité, Pas il y d'excuses, a hein. internet, et ça donne un côté pèlerinage en plus au truc, 48 heures avec des passionnés, et ça fait toujours plaisir quoi, donc voilà, n'hésitez pas. Et mon stand de dédicace. Voilà, le stand de dédicace de Dario. Mais en plus, on fait un petit cocon, c'est-à-dire qu'il y a un café exprès tout à côté. Enfin, vraiment, il y aura plein de petites animations. C'est 2 jours pour l'amour du slasher et l'amour du bon goût. D'ailleurs, c'est ce qui m'illustre bien, le bon goût. Et donc, voilà, on va bien s'amuser, ça va être très chouette. Et vous pourrez parler à la Et substance. du coup, Romain, je pense que je vais poser la question que les gens vont te poser après. Est-ce qu'il y aura des stickers Jumpscare? Des stickers Jumpscare, Ah, d'ici ça là, va, c'est attends, dans- ce serait chouette. Hein. Bah ouais. c'est dans quelques mois. Ah Stickers ouais. à paillettes en plus, ça D'ap- fera plaisir à Mylène. D'après la rumeur, il se pourrait que les stickers se soient disponibles autour de l'événement. Je ne dirais j'en dirai pas plus. Oui, Voilà. oui. Sachant que ça implique que des gens vont voir Freddy versus Jason après 48 heures de marathon cinéma à 5h du matin. Et ça, si vous Parfait, faites ça, vous avez survécu, je pense, à tout ce que vous pouvez survivre de pire en termes de cinéma. Moi, j'adore Freddy contre Jason, hein, mais à cette heure-là, ça va être terrible, je pense. Non, c'est Bah, génial, c'est Ah, et une puis épreuve. franchement, pour l'avoir vécu l'année dernière, le dernier film, revenez dans la salle, laissez un peu les gens s'endormir et après vous allez voir vos potes. Moi, je l'ai vécu. Je suis revenue pour Scream 6 et j'ai tenté d'aller m'asseoir à côté de mes potes qui avaient pris 4 fauteuils et qui étaient dans des positions improbables et j'ai eu un peu peur et je suis ressortie. Bah, Moi, bien sûr. j'ai dormi entre les allées de siège. Voilà. Tu fais partie de ouais. Dans le popcorn. J'ai glissé lentement vers le Une sol. colo de vacances un peu étrange. Bon, enfin bref, on en reparlera de l'événement sur nos réseaux, dans le podcast. De toute façon, c'était juste pour l'annoncer officiellement à l'audience. C'était un plaisir de recommencer à faire des podcasts, c'était un plaisir de revenir. Désolé encore pour l'attente, on sait que ça a été long pour certains. On se retrouve la semaine prochaine avec non pas 1 mais 2 épisodes du coup. Mercredi, l'interview de Jack Shoulder et vendredi prochain, l'orphelinat de Bayona, avec aussi le retour d'Amélie dans le podcast. On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Jumpscarecast sur Twitter, Instagram, Threads et Blue Sky, même si je suis un peu moins présent dessus. Et puis on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut. Salut.